Bon, la dernière fois, on avait vu l'expérience de Stern-Gerlach et on avait commencé à modéliser, disons, à interpréter ces résultats dans le cadre général de la physique quantique, telle qu'on l'avait introduite depuis le début. Donc on est dans un grand 2 expérience de Stern-Gerlach, si je ne m'abuse. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait déterminé les vecteurs propres associés aux différentes orientations de l'appareil de Stern-Gerlach, c'est-à-dire associés à la mesure de certaines, enfin, d'une composante particulière du moment magnétique. Donc, alors, si mon décompte n'est pas trop mauvais, je pense qu'on était dans un cinquièmement. C'était ça? Analyse dans le cadre de la physique quantique? Quatrièmement? Ah bon. J'avais dû zapper un truc alors. Ok. Donc, je vous rappelle, l'appareil de Stern-Gerlach réalise une mesure d'une composante du moment magnétique et cette composante, on peut la choisir. Il suffit d'orienter l'appareil de Stern-Gerlach suivant une certaine direction. Donc, par exemple, j'avais appelé la composante mu indice U, je pense, dans le cas général. Enfin, on avait vu d'abord la composante mu X, la composante mu Y, la composante mu Z. Oui, on n'avait peut-être pas encore fait l'orientation quelconque. Et donc, on avait vu que la mesure d'une composante pouvait donner comme résultat soit plus mu 0, soit moins mu 0, avec des probabilités qui nous avaient permis de déterminer les vecteurs propres donc, de ces différents opérateurs. Donc ça, ce sont des observables, c'est-à-dire des grandeurs physiques auxquelles peuvent être associés donc, des opérateurs. D'accord ? Je mets un chapeau toujours sur les opérateurs. Et on avait déterminé une base. J'avais noté plus Z ou plus mu 0Z. Je crois que j'avais supprimé le mu 0 au bout d'un moment. Ah, pardon. Z. Donc ça, c'était une base de vecteurs propres associée à la composante, donc à la valeur propre plus mu 0 et à la valeur propre moins mu 0, c'est-à-dire que la mesure de la composante suivant Z du système, quand il est dans cet état-là, ça donne plus mu 0. Quand il est dans cet état-là, ça donne moins mu 0. Et puis, on avait vu qu'on pouvait avoir des bases quelconques, bien sûr, dans un espace à 2 dimensions. Et on était parvenu à exprimer l'état plus X et l'état moins X, puis l'état plus Y et l'état moins Y, qui sont donc les états propres de la mesure. Alors ce sont les états propres de la mesure de la composante X du moment magnétique, celle-ci associée à la valeur propre plus mu 0, celle-ci moins mu 0, puis pareil pour Y. Alors on avait écrit ça, et on avait obtenu que, si vous vous souvenez, que plus X, c'était en fait, on pouvait l'écrire 1 sur racine de 2 de plus Z plus moins Z. D'accord ? On avait moins X, où on voit déjà sur cette écriture que la mesure de la composante Z va donner, avec une probabilité 1,5 plus mu 0, avec une probabilité 1,5 moins mu 0. Pour moins X, c'est-à-dire si on sélectionne les moments magnétiques orientés suivant moins X, suivant moins UX dans la direction UX, moins UX,
on obtient ceci. Donc, je réécris ce qu'on avait obtenu la dernière fois. Ces deux vecteurs sont bien orthogonaux comme il se doit. Et puis, on avait obtenu plus y, qui était 1 sur racine de 2, plus z, plus i, moins z, et moins y égale 1 sur racine de 2, plus z, moins i, moins z. D'accord? Donc, de manière générale, tous les états, évidemment, de spin du système, enfin de la particule, un atome d'argent dans le cas de l'expérience de Scherneger-là, ou de n'importe quel système de spin ennemi. Donc les états de spin forment un espace vectoriel de dimension 2. On peut choisir une base parmi eux, par exemple celle-ci, et du coup tous les autres états s'expriment comme des combinaisons linéaires de ces deux états, parce que c'est une base. Donc voici les états propres associés à la direction du moment magnétique dans la direction plus x, enfin plus ux, dans la direction moins ux, dans la direction plus uy et dans la direction moins uy. Alors, est-ce qu'on avait fait le cas général? Je crois pas. Le cas, non, avec un angle quelconque, avec une orientation quelconque, non. Alors, on va y aller tout doucement, mais on va commencer par écrire eh bien, les opérateurs en question dans la base qu'on a choisie et de manière générale. Alors, je ne sais pas, petit quelque chose. Non, petit quoi? C, D, E. Non, mais dans notre décompte, on en est où? Ah, il n'y avait pas de décompte encore? Ok, alors toujours pas, on va faire un point comme ça. Alors, ah si, allez, on va faire un cinquième. Allez, opérateur, mu x, mu y, mu z. Bien. Alors, un opérateur, c'est une application linéaire qui prend un vecteur d'état et qui en fait un autre vecteur d'état. À chaque grandeur physique est associé un opérateur, on l'a vu, on avait vu dans le cas général qu'on définissait l'opérateur G associé à la valeur propre G comme étant l'opérateur qui, dans la base des GI, s'écrivait comme ceci, se représentait comme une matrice diagonale dans la base des GI. J'ai mis de dimension n, ça peut être dimension infinie. Oui? Pour revenir à ça, ouais. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand même, quand on fait une projection sur soit plus 0, soit moins 0, du coup, forcément, on trouve quand même, on enlève la moitié des dimensions de l'espace vectoriel. Du coup, même si à chaque fois c'est une base, enfin plus et moins. Ouais. Comment ça se fait qu'on perd en fait à chaque fois des dimensions quand on fait nos différents stellaires Pourquoi on perdrait des dimensions? Je comprends pas. Parce que si l'espace il peut s'écrire comme une combinaison de plus et de moins z, ouais. si j'enlève toutes les composantes, enfin si je garde que les plus z, du coup je perds tous ceux qui sont en moins z et du coup je perds des dimensions. Bah, l'espace, il reste de dimension 2. Alors, si on fait une mesure de z, de mu z, on va obtenir effectivement soit plus mu 0, soit moins mu 0, et dans l'interprétation de Copenhague, on va se retrouver avec soit ce vecteur-là, soit ce vecteur-là. Donc, chaque vecteur, c'est un vecteur. Néanmoins, l'espace vectoriel est toujours là. Donc, si maintenant, c'est ce qu'on avait fait dans la description de l'expérience, si on sélectionne, donc on fait une mesure de mu z, on obtient par exemple plus mu 0. Du coup, le système maintenant se trouve dans cet état-là. À partir de cet état-là, on peut mesurer mu x maintenant, par exemple. On peut mesurer ce qu'on veut, mu x, mu y, mu dans n'importe quelle direction. Si je mesure mu x là-dessus, ce qu'on a vu, c'est qu'on obtenait un coup sur 2 plus mu 0, un coup sur 2 moins mu 0. Ça nous a permis de comprendre. Donc, un coup sur 2, on obtient ce vecteur. Un coup sur 2, on obtient ce vecteur. Ça veut dire que ce plus z, là, c'est une combinaison linéaire de plus x et de moins x. Donc, l'espace des états, il est là. Et
c'est pas parce qu'on a projeté le système sur un état qu'on peut pas mesurer une autre composante et le projeter maintenant sur un autre état. En fait, il y a des redondances en fait, non, qui sont entre les deux. Ben oui, effectivement, ces deux états-là ne sont pas indépendants de ces deux-là. Au contraire, ils font tous partie du même espace. En l'occurrence, justement, on avait montré simplement en analysant les résultats des expériences que plus x, c'était cette combinaison-là. Moins x, c'est cette combinaison-là. Mais effectivement, maintenant, ce plus z, c'est lui-même une combinaison linéaire de ces deux-là, puisque ces deux-là forment une base. Quelle combinaison? Ben, il suffit de la faire. Regardez, que vaut plus z en fonction de plus x et moins x. Si vous faites la somme de ces deux-là, vous allez trouver, ça va s'éliminer. Il va rester 2 fois 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 plus z, qui vaut ça plus ça. Donc plus z, ça va être très exactement égal à 1 sur racine de 2 de plus x plus moins x. Voilà la combinaison linéaire. Voilà plus z exprimé dans la base des plus x moins x. Donc, certes, si vous faites une mesure de mu z, vous allez obtenir soit lui, par exemple lui, mais vous n'avez pas fait disparaître l'espace des états. Cet état, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas que l'état plus z, il est pur et que les autres seraient des états combinés. Parce que plus z, c'est lui-même un état combiné, ça dépend de la base qu'on choisit. Chaque état est pur par lui-même. Chaque état est un état et chaque état peut être un des deux éléments de la base qu'on choisit. Il n'y a pas des états spéciaux. D'ailleurs, c'est normal, il y a d'isotropie de l'espace. Quelle que soit la direction dans laquelle pointe le spin, l'état en question est un parfait état qui peut servir de base. Et à ce moment-là, ce sont les autres qui vont être combinaisons linéaires de lui et de son opposé, et de son orthogonal. Donc, il y a vraiment cette structure d'espace vectoriel à deux dimensions, et ce qui est effectivement important, c'est de comprendre comment sont reliés les vecteurs propres correspondant à un spin dans une direction aux vecteurs propres correspondant à un spin orienté dans une autre direction. Et c'est cette étude qu'on a commencé à faire. Donc là, on l'a fait. Donc on a choisi une base plus z moins z. Enfin, z, de toute façon, on choisit le z qu'on veut. Donc on prend une base quelconque. Une fois qu'on l'a, on a vu comment exprimer les vecteurs propres associés à des directions orthogonales qui forment un trièdre. Hein. Donc vous vous souvenez, à la fin, on était allé un peu vite. Donc ça, on était parvenu à obtenir ça. Et puis pour le y, on avait le choix entre plus i, moins i, comme ça, ou bien moins i, plus i. Et ça correspondait simplement à la possibilité d'orienter, quand on a x et z, on peut orienter y de façon à former un trièdre direct ou moins direct. C'est-à-dire, si vous avez x, x, y, z qui est un trièdre direct, donc si vous avez x et z, le y, soit vous l'orientez comme ça, soit vous l'orientez comme ça. Dans un cas, vous avez une base directe, dans un cas, vous avez une base indirecte. Et passer de l'une à l'autre, ça revient à changer la direction plus uy en moins uy. C'est exactement donc changer ça en ça. Donc c'était normal qu'on ait cette liberté au bout du compte. Okay. Donc voilà comment s'expriment les vecteurs propres associés à des directions x et y en fonction des vecteurs propres associés à des directions z, plus z moins z. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est déterminer les combinaisons linéaires qui correspondent à n'importe quelle orientation. Alors pour faire ça, je vais passer d'abord par les opérateurs parce que de toute façon, il faut le faire et puis ça va permettre de le faire aussi. Donc, j'ai une observable ici, une grandeur physique G à laquelle est associé cet opérateur. Vous voyez que je peux écrire cet opérateur donc dans la base des GI par définition, c'est ça, puisque je vous rappelle que la définition de l'opérateur, c'est celle, si les GI sont les états ayant une valeur GI bien définie, GGI égale GI, GI, par définition. Par définition de l'opérateur associé à la grandeur G. Par conséquent, dans la base des GI, G s'exprime comme ça. Ok, mais ça c'est une représentation matricielle dans une base donnée. Je peux faire mieux que ça, je peux écrire G comme opérateur, indépendamment de la base en question. Je vais vous l'écrire et on va voir que c'est bien ça. Je peux écrire G comme étant la somme des GI, GI. Alors, il y a beaucoup de GI. Ça, c'est la valeur propre. Ça, c'est un nombre...
j'allais dire complexes, réelles en l'occurrence, les valeurs propres d'un opérateur auto-adjoint sont toujours réelles, c'est la valeur bien définie de la grandeur G quand on est dans l'état GI. Donc ça, c'est le ket GI, et ça, c'est le bras GI, le bras associé au GI. Alors, est-ce que vous voyez tous que ça, c'est vrai? Vous voyez que c'est de manière très générale, je prends une grandeur physique, eh bien l'opérateur associé, c'est la somme des GI fois ça. On avait vu ça, ce ket bras là, c'est un opérateur, hein, puisque vous avez ici une matrice, enfin un vecteur colonne, c'est-à-dire une matrice n ligne fois 1, n ligne une colonne, hein, ce sont les... D'accord, tac, tac. Et ici, vous avez une matrice ligne, hein, qui est la transposée conjuguée de cette matrice, de ce vecteur colonne. Donc ça, c'est un vecteur ligne, c'est-à-dire c'est une matrice 1 fois n. Et donc ce produit-là donne bien une matrice n fois n. Hein, d'accord ? Et donc ça, c'est bien un opérateur qui, si on le représente matriciellement, ça va donner une matrice n fois n. Alors, est-ce que cette matrice, c'est bien celle-là dans la base des GI? Oui, parce que l'action d'un opérateur, je vais me mettre en dessous là, l'action d'un opérateur est définie par l'action sur ses vecteurs propres. Pardon, qu'est-ce que je dis? Enfin oui, l'action d'un opérateur est définie par l'action sur une base de l'état, sur une base de l'espace des états. Et donc, en l'occurrence, c'est les vecteurs propres. Voyons comment agit ce G sur un certain GK particulier. Eh bien, c'est égal à somme sur I des GI, GI appliqué à GK. D'accord, hein? J'applique cet opérateur à un GK quelconque. J'obtiens ça, juste je l'ai écrit, mais ça, vous reconnaissez ici le produit scalaire entre GI et GK. Ça, c'est 0 tout le temps. Hein? Deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes sont nuls. Puis par ailleurs, la base des GI, c'est une base orthonormée. Hein? Par conséquent, GI, GK est égal à 0 si K est différent de I, et est égal à 1 si K est égal à I. Donc ça, c'est delta IK. D'accord ? Par conséquent, cette action-là est égale à, donc ça c'est delta IK, ça veut dire que dans cette somme, je ne garde que le terme où I égale K. Et donc ça, c'est égal à GK, GK. Donc vous voyez que l'action de cet opérateur sur le vecteur GK, quel que soit K, c'est GK, GK. Ben, c'est exactement ça. C'est la définition de l'opérateur G associé à la grandeur physique G. Donc en fait, je viens de vous montrer, là, simplement en faisant le calcul, en appliquant cet opérateur sur le vecteur GK, pour K quelconque, que ça, c'est bien le même opérateur que ça. Donc c'est bien l'opérateur que je veux associer à la grandeur G, qui se représente comme ceci. Donc dans la base des GI, ok, la matrice G, elle est diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale, mais je peux considérer l'opérateur G indépendamment d'une base particulière, indépendamment d'une représentation de l'opérateur dans une base. Eh bien, voilà comment ça s'écrit. Donc G s'écrit comme ça, quoi qu'il arrive. Alors, je vais faire ce même exercice pour, enfin c'est pour une grandeur physique quelconque, je vais le faire pour la grandeur physique μz par exemple. Donc μz est une grandeur physique, c'est la composante suivant z, suivant l'axe z du moment magnétique de la particule. Et donc il y a un opérateur μz associé que je peux soit représenter dans la base des plus z moins z comme une matrice diagonale, soit représenter de façon plus formelle comme ça, comme un opérateur à partir de ces quêtes bras. Alors, par quoi on commence? Peut-être par la matrice, c'est plus simple. Si je veux représenter... Alors, donc, μz, ça c'est l'opérateur associé. Donc, je vais faire une représentation matricielle dans la base... Eh bien, dans la base des plus z moins z. Donc, je choisis une base particulière, celle-ci, je vais m'y tenir.
quelle est la représentation de mu z dans cette base? Bien, c'est simple. Mu z dans cette base, bien, c'est la matrice diagonale avec, pour le premier vecteur, ce vecteur-là est vecteur propre associé à la valeur propre plus mu 0. Hein, c'est-à-dire que si je fais mu z plus z, ça va me donner mu 0 plus z, d'accord? Et si je fais mu z appliqué à moins z par définition est vecteur propre associé à la valeur propre moins mu 0, donc je vais obtenir ceci. Donc la représentation matricielle dans cette base-là, eh bien c'est la matrice diagonale que voici. D'accord? Hein, donc c'est exactement le cas général ici, appliqué à ce cas particulier où on a un espace à 2 dimensions avec deux vecteurs propres et 2 valeurs propres associées, plus mu 0, moins mu 0. Donc je peux encore réécrire ça, mu 0 fois la matrice 1, 0, 0, moins 1. Ça vous rappelle quelque chose, cette matrice? C'est sigma 3. Hein, c'est la matrice de Pauli, la troisième, qu'on note des fois sigma z d'ailleurs. Enfin, je préfère sigma 3 parce que ça dépend de l'orientation qu'on choisit. Donc voilà, dans la base des vecteurs propres associés à la composante z, mu z s'écrit comme mu 0 sigma 3. Bien. Mais maintenant, je vais aussi l'écrire comme ceci. Hein. Je peux aussi écrire que mu z, c'est, alors, somme des GI, là, c'est-à-dire, ça va être mu 0 plus z, moins mu 0 moins z, moins z. Je vais mettre le z de ce côté-là. Voilà. OK? Donc, voilà la représentation en opérateur de l'opérateur mu z. Donc ça, c'est le quai de bras, enfin, ça correspond à ce nombre-là dans la matrice. Celui-là, ça correspond à ce nombre-là dans la matrice. Ce nombre-là, ce serait quel projecteur? Alors ça, c'est un projecteur. Hein. Ça, c'est le... Pardon, je retire le mot projecteur avant, mais je l'introduis là. Ça c'est le projecteur sur l'espace, sur la direction plus z. D'accord? Et ça, c'est le projecteur sur la direction moins z. Hein, on a vu ça déjà. Alors, je vais peut-être pas écrire. Ok, je mets en suspens ce que j'allais dire là. C'est pas très important. J'y viendrai après. Alors, donc, voilà mu z. Qu'en est-il de mu x? Donc, mu x est aussi une grandeur physique que je peux mesurer sur le système. Donc, il y a une observable associée, qui est un opérateur qui agit dans l'espace des états, donc dans l'espace vectoriel dimension 2, mu x. Alors, quelle est sa représentation matricielle dans la base des plus-moins de z, et quelle est son expression comme ceci? Alors, commençons par cette expression-là. Ça va nous aider à trouver la représentation matricielle. Cet opérateur, c'est pareil, ça va être plus mu 0 plus x moins mu 0 moins x. D'accord? C'est exactement le cas général ici. C'est la valeur propre et le quai de bras, oui, correspondant au vecteur propre concerné. Hein? Donc ça, c'est le projecteur sur le vecteur plus x associé à la valeur propre plus mu 0 et le projecteur sur le vecteur moins x associé à la valeur propre moins mu 0. Bon, alors calculons ça, puisque le plus x, on l'a. Le plus x, c'est 1 sur racine de 2 plus z plus moins z. Donc je vais remplacer le quête. Donc ce quête-là, je l'ai, c'est ça. Donc je vais l'écrire. Ça fait mu 0. Alors, le quête en question, ça va faire 1 sur racine de 2 plus z plus 1 sur racine de 2 moins z fois le bras associé à ce quête. C'est quoi le bras associé à ce quête? Eh bien, c'est 1 sur racine de 2 le bras de z
plus 1 sur racine de 2, le bras moins z. OK? Et puis le deuxième terme, moins mu 0. Alors, le ket moins x, je l'ai là-haut. C'est 1 sur racine de 2 plus z moins 1 sur racine de 2 moins z. Et maintenant, je mets le bras associé à ça. Alors, vous savez que le bras, hein, vous échangez les quêtes en bras et le nombre devient son complexe conjugué. Bon, là, ils sont réels. Donc, mais si j'avais un i là, ça deviendrait moins i hein, quand on passe au bras. Hein. C'est le transposé conjugué du ket. Donc, ça me fait, 1 sur racine de 2 plus z moins 1 sur racine de 2 moins z. Pardon, c'est un petit peu tassé là, mais j'espère que vous voyez. Enfin, de toute façon, j'ai juste pris le bras associé et je vais développer ça. Hein. Donc là, j'ai ce ket-là fois donc ça, c'est une matrice N1 et ça, c'est une matrice 1N. Le produit de matrice est distributif, donc je vais écrire de façon distributive ce produit. Donc, alors, à chaque fois, j'ai 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça fait 1,5. Donc, et puis, j'ai mu 0 ici. Donc, j'ai mu 0 sur 2, facteur de... Alors, j'ai plus z, le premier terme, plus... Là, j'ai plus z moins z. Plus... là, j'ai moins z plus z, et puis moins z moins z. OK, ça c'est pour le terme de gauche. Et puis pour le terme de droite, moins mu 0 sur 2, pareil, hein, 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. Et puis, j'ai, alors pareil, j'ai plus, je ne mets pas les indices z, là ça m'embête un peu. Là j'ai, alors attention, maintenant j'ai un signe moins, donc j'ai moins plus moins plus moins, c'est-à-dire plus moins. Bon, vous voyez ce que je fais, enfin il n'y a aucune difficulté, d'accord, il suffit de l'écrire. Et là maintenant je m'aperçois qu'il y a des termes qui s'en vont, parce que j'ai un signe moins ici. Donc là j'ai mu 0 sur 2 plus moins mu 0 sur 2 plus, dégagé. Mu 0 sur 2 moins mu 0 sur 2 moins, dégagé. Et il me reste le plus moins ici avec mu 0 sur 2 et puis moins, c'est-à-dire plus à nouveau mu 0 sur 2 plus moins, pardon. Donc ça fait mu 0, je remets les indices, plus z moins z. Et puis, suivant, puis j'ai celui-ci là, j'ai aussi plus moins plus mu 0 moins plus. OK? Bon, c'est un simple calcul, c'est toujours plus long de le faire au tableau que sur sa feuille. Il y en a pour 2 secondes à développer ces trucs-là. Et donc voilà l'opérateur exprimé dans la base des plus z moins z. Évidemment, dans la base des plus x moins x, on avait ça, on est parti de là. Et comme tous les vecteurs peuvent être réexprimés en fonction enfin, dans la base plus z moins z, je peux aussi écrire mu x comme ça. Et du coup, quelle est la... Oui? Votre première ligne, c'est mu 0 plus x, celle-là. Comment vous la représentez? Exactement comme celle-ci et exactement comme celle-là. C'est le cas général, en fait. Tout opérateur s'écrit comme la somme de la valeur propre fois le projecteur sur le vecteur propre associé. D'accord? OK. OK, alors quelle est la représentation matricielle de mu x dans la base plus z moins z, hein, dans cette base-là? Représentation dans plus z moins z. Eh bien, ça se lit là-dessus. Mu x est égal à... Bien, je vous l'écris.
Voilà. Parce que ça, là, ce quête plus moins, enfin, pardon, ce quête bras plus moins, c'est le vecteur 1, 0 fois le vecteur colonne 1, 0 fois le vecteur ligne 1, 0. Ben, faites ce produit-là, ça fait quoi, ça? Ça fait bien une matrice 2, 2 comme il se doit, c'est un opérateur. Quelle est la première ligne, première colonne? Ben, première ligne, première colonne, ça fait ça. Oui, première ligne, première colonne. Ah non, pardon. Oui, oui. Ça, c'est le quête 0,1, celui-là. C'est le bras 0,1, d'accord? 1 plus Z, c'est 1, 0. Et moins Z, c'est 0,1, bien sûr. Hein. Donc, plus, moins, ça, c'est 1, 0 fois 0,1. Donc, première ligne, première colonne, ça fait 0. Première ligne, deuxième colonne, ça fait 1. Première ligne, deuxième ligne, première colonne, ça... Deuxième... Ah oui, oui, c'est ça. Deuxième... Ah oui. Deuxième ligne, première, ça fait 0. Et première ligne, ça fait 0. Ok, ok. Yes? Et celui-là... Alors celui-là, c'est 0,1 fois 1, 0. Et lui, c'est donc... c'est lui. Voilà. OK? Donc dans une matrice... petit aparté... La matrice... A, B, C, D. Ça, en fait, c'est A plus B plus moins, plus C moins plus D moins moins. OK? Ce terme-là, c'est plus, ce terme-là, c'est plus, moins, ce terme-là, c'est moins, plus, et moins, moins. Enfin, bref, c'est à chaque fois... Et si je pouvais le généraliser à une dimension. Bien. Donc, on a ça. Mais c'est bien ça, parce que du coup, ça nous dit que mu x, ça, vous devez reconnaître, mu 0, sigma 1. Non? Voilà la matrice de Pauli numéro 1. Elle est associée à mu x. Bon. Bon, je ne vais pas refaire le calcul pour mu y, hein, vous avez compris comment on fait. Entraînez-vous à le faire chez vous. C'est un bon exercice. Mu y, par définition, c'est mu 0 plus y, hein, ça c'est sous forme de projecteur, moins mu 0 moins y. Et si vous remplacez plus y, moins y par ce qui valent en fonction de plus z et moins z, et que vous faites le même développement, alors attention, quand vous passez au bras, le bras de plus y, par exemple, ça va être 1 sur racine de 2 bras plus z, moins i sur racine de 2 bras moins z. Hein. Quand vous passez au bras, vous prenez le complexe conjugué. Bref, vous faites ça, et en 3 lignes, vous allez obtenir que mu y, c'est la matrice, enfin, c'est I mu 0 moins plus moins I mu 0 plus moins. Qui se représente donc en représentation matricielle, vous allez avoir mu y qui vaut 0 moins I mu 0, I mu 0, 0. Et ça, c'est donc mu 0 fois la matrice sigma 2. Yes? Ouais? C'est beau, non? Ouais? Ah oui. Bon. Donc les mu x, mu y, mu z sont liés à sigma 1, sigma 2, sigma 3. Très bien. Allons plus loin.
Prenons une orientation quelconque. Alors, est-ce que je prends tout de suite l'orientation? Ouais. Ok. Je vais faire une remarque sur la sphère de bloc, là. Alors, est-ce que je la fais tout de suite? Avant de prendre une représentation quelconque. Non, je vais tout de suite faire écrire le moment magnétique. Donc l'opérateur moment magnétique associé ok, opérateur, donc ça c'est l'opérateur moment magnétique. Ok, donc cas général. Orientation suivant le vecteur unitaire U que je vais représenter par x, y, z dans la base ux, uy, uz. Donc ça, c'est la base de l'espace géométrique à 3D. D'accord, j'ai un axe x, y et z. Et maintenant, je voudrais me mettre, regarder ce qu'est l'opérateur moment magnétique, donc celui qui mesure l'opérateur, la composante du moment magnétique suivant U, où U est un certain vecteur orienté comme ça. Alors, je vais représenter U en coordonnées sphériques, en fait. Donc, je prends un U quelconque qui pointe dans une direction représentée, enfin, deux coordonnées sphériques θ phi, d'accord, hein? C'est-à-dire que U, en fait, les x, y, z ici, c'est, alors suivant x, c'est sin θ cos phi, suivant y, c'est sin θ sin phi, et suivant z, c'est cos θ. Je ne sais pas si vous la sentez déjà, la sphère de bloc, là. J'espère, hein. Vous la... Bon. Alors, quel est l'opérateur mu U? Eh bien, mu U, ça va simplement être... Alors, je vais le noter... Je peux le noter... Je vais le noter comme ça, même s'il n'y a pas encore beaucoup de sens à ça. Mu scalaire U, mais le sens va justement venir là. Ça va être égal à x mu x plus y mu y plus z mu z. Vous avez un opérateur vectoriel mu qui... Et ça, c'est la composante de mu suivant U. Si on veut la composante de mu suivant uz, suivant la direction z, eh bien, x et y égale 0, z égale 1. Hein. Si on veut dans la direction uz, x et y égale 0, z égale 1, et on retrouve bien que mu z, c'est mu z. Pareil pour x et y. Et dans le cas général, eh bien, si vous avez U qui est une combinaison linéaire de X, Uy, Uz, eh bien vous allez avoir la composante suivant U qui est la combinaison linéaire des composantes suivant X, Y et Z. Je vais remplacer X parce que ça vaut ici. Donc ça fait donc finalement sin θ cos phi mu X. Ben, je vais écrire directement en représentation matricielle dans la base des plus Z moins Z. Donc ça fait sin θ cos θ 0, 1, 0, donc il y a un mu 0 devant, pardon. Ça. Plus mu 0, alors y c'est sin θ cos phi, sin phi, pardon. Fois 0 moins i 0. Plus mu 0 cos θ fois la matrice sigma 3, 1, 0, 0, moins 1. Et donc, ça y est, j'ai l'opérateur mu U
Alors, ici, j'ai juste donc j'ai un mu0 en facteur, pardon, mu0, facteur de quoi? Facteur de cos θ. Ici, j'ai sin θ cos phi moins i sin θ sin phi. Donc ça fait sin θ e puissance moins i phi. Ici, j'ai sin θ cos phi plus i sin θ sin phi, c'est-à-dire sin θ facteur de cos phi plus i sin phi, c'est-à-dire sin θ e puissance i phi. Et puis ici, j'ai simplement moins cos θ. Voilà, on vient de trouver l'opérateur, enfin la matrice associée à l'opérateur composant du moment magnétique dans la direction U. OK? Donc c'est des petites manipulations de matrice de 2, il n'y a aucune difficulté, mais c'est intéressant, on obtient donc ça. Vous pouvez vérifier tout de suite que cette matrice est bien hermitienne, hein, c'est-à-dire qu'elle est égale à sa transposée conjuguée. Les termes diagonaux sont réels comme il se doit, et là, on passe de là à là en prenant le complexe conjugué, ça se voit là-dessus. Hein. Donc c'est bien une matrice hermitienne qui correspond à une grandeur physique parfaitement mesurable. Bah, c'est la composante du moment magnétique dans la direction U. Et alors, question, quels sont les vecteurs propres associés? Alors, je crois que vous avez fait ça, ou vous allez faire ça dans un TD. On va pas, je ne vais pas refaire le calcul, je vais vous donner le résultat, on va le vérifier, il n'y a aucune difficulté particulière, mais... Alors, le vecteur... Oups. Vecteur propre associé. Il y a plusieurs façons de le voir. Enfin bon, mu, ça va par ailleurs s'écrire... il y a deux valeurs propres, enfin, évidemment la direction U n'est pas différente des autres, donc il y a deux valeurs propres, plus mu0, moins mu0. Et donc ça, cette matrice-là, c'est aussi, je vais appeler ça plus U, moins mu0, moins U, moins U. Alors, les vecteurs propres associés sont donc plus U. Alors, comment s'écrit plus U par rapport à plus Z et moins Z, hein, dans la base qui va bien? Eh bien, voici la réponse. Donc, c'est cos θ sur 2 plus Z plus sin θ sur 2 e puissance i phi moins Z, hein, c'est-à-dire qu'en tant que vecteur colonne, voilà le vecteur propre. D'accord? Et le vecteur moins U, c'est-à-dire celui qui correspond au spin orienté dans la direction moins U, ou bien, ou en tout cas celui qui a la composante moins mu0 dans la direction U, hein, c'est pareil, donc il a la composante plus mu0 dans la direction moins U, ou moins mu0 dans la direction plus U, eh bien c'est un vecteur qui bien sûr est orthogonal à celui-là, et c'est sin θ sur 2 plus Z, moins cos θ sur 2 e puissance i phi moins Z. C'est-à-dire que c'est le vecteur colonne, pardon, sin θ sur 2 cos θ sur 2 e puissance i phi. Vous pouvez vérifier bien sûr que ça étoile fois ça plus ça étoile fois ça, ça fait 0, puisque ce sont donc deux vecteurs orthogonaux comme il se doit, puisqu'ils sont associés à des valeurs propres différentes d'un même opérateur. OK? Bon, je vous laisse vérifier que si vous faites cette matrice-là fois ça, vous obtiendrez plus mu0 fois ça, et si vous faites ça fois ça, vous obtiendrez moins mu0 fois ça, il n'y a aucune difficulté. Sauf que ça vous rappelle quelque chose.
Ça, c'est la représentation du qubit dans la sphère de Bloch. Hein. Et c'est là que ça prend tout son sens. Alors, je vais effacer ce calcul qui était un peu pénible, quoique facile. Oui, alors, donc petit, grand, petit, moyen, grand, 6. Lien avec la sphère de Bloch. Alors, vous vous rappelez, la sphère de Bloch, c'était une représentation abstraite des vecteurs dans un espace de dimension 2, donc des vecteurs d'état d'un qubit. Et on avait justement ici un vecteur plus et un vecteur moins qu'on avait choisi comme base. Donc ici, c'est plus z moins z. Et on avait vu qu'à chaque combinaison linéaire, donc à chaque étape psi égale... chaque vecteur d'état pouvait être écrit comme une combinaison linéaire des deux éléments de la base. On avait montré qu'on pouvait se ramener à alpha réel positif, et si on norme l'état, ceci pouvait s'écrire précisément cos θ sur 2 plus. Hein, donc à chaque psi, il existe θ et phi, avec θ dans 0 pi et phi dans 0 de pi, tel que psi s'écrit en fait comme ceci. Donc ça, c'était notre étude générale des qubits. Eh bien ça, c'est exactement ce vecteur-là, celui-là. D'accord. C'est-à-dire que la représentation de la sphère de Bloch a cette propriété remarquable que le vecteur d'état associé au moment magnétique dans une certaine direction U, c'est celui qui est représenté sur la sphère de Bloch dans la direction U. Donc ça, c'est un espace abstrait qui permet de représenter n'importe quel qubit. Il se trouve que c'est une sphère, que cette représentation abstraite correspond à une sphère dans un espace à 3 dimensions, et que chaque vecteur d'état correspond à un point sur cette sphère, c'est-à-dire à une direction dans cet espace abstrait. Eh bien, le point qui correspond à cette direction dans cet espace abstrait correspond à l'état pour lequel le moment magnétique pointe dans cette direction, dans le vrai espace tridimensionnel, le nôtre, géométrique. OK ? Donc cette représentation, c'est pas juste un... Enfin, c'est une possibilité, c'est un truc graphique qui permet de représenter n'importe quelle combinaison linéaire d'un espace vectoriel de 2 dimensions sur C, comme un point sur une sphère, mais il y a un lien profond avec la directionnalité dans l'espace qui est établi par ceci. Le vecteur qui correspond, le ket qui correspond au point dans la direction U correspond au vecteur propre, c'est-à-dire correspond au moment magnétique aligné dans la direction U dans l'espace géométrique. Bon, alors ce lien avec les rotations n'est pas du tout fortuit. Le moment magnétique est lié à un moment cinétique intrinsèque qu'on appelle le spin, que je vais introduire tout de suite, qui a des propriétés très spécifiques vis-à-vis des rotations. Et donc, tout ceci n'est pas par hasard, mais on n'a pas encore fait la théorie générale du moment cinétique, et donc je ne peux pas l'expliciter encore plus, mais enfin, en tout cas, cette correspondance doit vous frapper, j'espère qu'elle vous frappe, et doit vous permettre aussi de vous en souvenir. Bien. Donc le lien avec la sphère de Bloch est fait. On va préciser un peu plus ce qu'est l'orientation du moment magnétique. Donc, orientation, je vais appeler ça orientation et composante. Alors, la difficulté en physique classique, comme je vous l'ai dit, en physique quantique, comme je vous l'ai dit n fois, c'est que les grandeurs physiques n'ont pas toujours une valeur bien définie
dans les états quelconques du système. En particulier, l'état plus z a une valeur bien définie de mu z, en l'occurrence c'est mu 0. L'état moins z a une valeur bien définie de mu z, en l'occurrence c'est moins mu 0. Mais n'importe quel autre état, alpha plus z plus bêta moins z, sauf pour alpha, sauf si un des alpha et bêta est égal à 0, mais sinon n'a pas de valeur bien définie de mu z. D'accord ? Aucune combinaison linéaire non triviale de ces deux états n'a une valeur bien définie de mu z. Mais pourtant, quand on mesure mu z, on va trouver un résultat. Mais on va, quelle que soit l'orientation du moment magnétique, on va trouver soit plus mu 0, soit moins mu 0. C'est clairement pas la vraie composante du moment magnétique sur l'axe z, puisque plus mu 0 serait la vraie composante suivant l'axe z, si on était dans l'état plus z. Mais on n'est pas dans l'état plus z. Simplement, quand on mesure, eh bien, on projette l'état sur l'état plus z, et du coup, maintenant, c'est la bonne composante. Mais est-ce qu'on peut donner un sens, quand même, quand on est orienté d'un angle θ, par exemple, est-ce qu'on peut donner un sens à la composante suivant z? L'état plus u orienté comme ceci, il n'a pas de valeur bien définie de la composante suivant z. On est d'accord, il n'en a pas. Mais quand même, il y a une propriété quand même importante qui est liée à son angle, et cette propriété, c'est la valeur moyenne qu'on va obtenir si on mesure la composante z. Si je suis dans l'état z et que je mesure la composante z, je vais trouver plus mu 0 à tous les coups. Si je suis dans l'état moins z, je vais trouver moins mu 0 à tous les coups. Si je suis dans une orientation, si je suis dans l'état plus dans la direction u, et que u fait un angle θ avec l'angle z, eh bien, ce qu'on va trouver, en moyenne, c'est quoi, d'après vous? Cos θ. Enfin, mu 0 cos θ. D'accord? Donc, allez, on ne trouvera jamais mu 0 cos θ. Mu 0 cos θ, ce n'est pas une valeur possible. La seule valeur possible, c'est plus mu 0 ou moins mu 0. Mais ce qui est remarquable, c'est que en moyenne, il y aura un petit peu plus souvent des plus mu 0 que des moins mu 0. Et en moyenne, ce sera exactement mu 0 cos θ. Comme si c'était effectivement la composante classique d'un moment magnétique orienté dans la direction θ. Alors, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Allons-y. Donc, oui? Ouais. La différence entre un psi quelconque, je peux toujours l'écrire comme ça. Hein, quel que soit un psi, il existe un θ et un phi tel que. Et donc, je peux représenter ce psi comme. Oui, d'accord, comme. Voilà, c'est ça la relation. Je peux représenter ce psi par un point ou une direction, un point sur la sphère de bloc ou une direction dans l'espace qui a pour angle sphérique θ et phi. Donc je le représente là. Eh bien, ce psi-là, du coup, c'est en fait plus u. OK? Tac. Alors, j'ai dit qu'on allait s'interroger à la valeur moyenne de la composante. Valeur moyenne de mu z dans l'état
dans l'état plus U. Alors, comment je vais calculer cette valeur moyenne? Ben, on le sait, hein, la valeur moyenne de n'importe quel opérateur, n'importe quelle grandeur physique, c'est, donc rappel, valeur moyenne de G dans l'état psi, c'est quoi? C'est psi, G, psi. Si psi est normé, sinon on divise par la norme de psi. Enfin, c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec les états normés, tant qu'à faire. Hein. Donc là, la valeur moyenne de mu z dans l'état plus U, ça va être simplement, alors j'ai bien fait de ne pas effacer, non, c'est pas ça, je vais le trouver ailleurs. C'est peut-être bien de ne pas effacer ça. Je le garde là pour l'instant, donc je me mets là, tant pis. Donc ça, c'était le rappel. Donc en l'occurrence, la composante que je cherche, enfin la valeur moyenne que je cherche, ça va être mu z entre plus U et plus U. Alors plus U, on l'a ou pas? Oui, hein? Oui, il est là. Voilà, c'est celui-là que je voulais. Le voilà. D'accord? Donc c'est le vecteur. Alors, je prends le vecteur ligne, hein, le bras associé à plus U ici. C'est donc cos θ sur 2 sin θ sur 2 e puissance moins i phi fois l'opérateur mu z. Il y a un mu 0 qui traîne, pardon. L'opérateur mu z, c'est mu 0 fois la matrice de Pauli numéro 3. Et fois plus z, donc cos θ sur 2 sin θ sur 2 puissance i phi. Hein, notez bien que j'ai mis ici e puissance moins i phi. Hein, c'est le complexe conjugué quand on passe au bras. Ben ça, si vous faites le calcul, si vous faites d'abord ça fois ça, ça va donner le vecteur colonne cos θ sur 2 moins sin θ sur 2 puissance i phi, d'accord? Hein, ça, c'est ce produit-là. Et puis maintenant, il faut que je fasse ça fois ça, c'est-à-dire cos carré θ sur 2 plus ça fois ça, c'est-à-dire moins sin carré θ sur 2. Et cos carré θ sur 2 moins sin carré θ sur 2, ouf, c'est cos de 2 fois θ sur 2, c'est-à-dire cos θ. Yes. Donc en moyenne, donc on obtiendra, si on mesure la composante z dans cet état-là, si le spin est orienté dans la direction U et qu'on mesure une composante z, ou n'importe laquelle, on ne va jamais trouver le produit scalaire de l'un sur l'autre, mais, pardon, il manque encore mu 0 là, on ne trouvera que plus mu 0 ou moins mu 0, mais en moyenne, et ce sera aléatoire, mais en moyenne, on trouvera bien la bonne composante. Donc en ce sens, ça a quand même un sens de parler d'orientation et de composantes suivant les axes. Mais ce ne sont pas des composantes ce ne sont pas des composantes, ce ne sont pas des valeurs des composantes que possède le système. Le système n'a pas de valeur du moment magnétique suivant les différents axes, mais il a des valeurs moyennes du moment magnétique suivant les différents axes. Et ces valeurs moyennes sont les valeurs classiques. Voilà comment on fait le lien, en fait, entre la réalité quantique qui est comme ça. Vous pouvez mesurer autant de fois que vous voulez les composantes dans n'importe quelle direction. Vous ne trouverez que plus mu 0, moins mu 0. Donc la réalité, elle est comme ça, mais en moyenne, si vous mesurez plein de fois ou si vous avez plein de particules, bien vous allez obtenir la bonne valeur moyenne, comme s'il y avait une vraie valeur bien définie de chacune des composantes. Donc sur un système individuel, il est clairement quantique, mais si vous en avez plein, bah, ça a l'air de se comporter comme on croit que ça se comporte spontanément,
comme la physique classique. Mais c'est normal, parce que classiquement, on n'a affaire qu'à des systèmes à grand nombre de particules. Donc tout ça se moyenne. Donc ça nous a fait croire que la réalité était telle que notre intuition nous le dit. Mais notre intuition, elle est forgée sur une expérience du monde macroscopique. En vrai, le monde, il est comme ça. Il est quantique. Et c'est tout à fait naturel, en fait. Ce n'est que la conséquence, tout ça n'est que la conséquence du principe de superposition, enfin de combinaison. Ok ? Donc voilà, c'est sympathique. Une autre façon de faire, là on a calculé la valeur moyenne de mu z dans l'état plus u. On pourrait s'amuser à calculer la valeur moyenne de mu u dans l'état plus z. D'accord ? Là on a calculé la valeur moyenne de la composante de cet état sur cet axe-là. On peut calculer pour cet état-là la composante sur cet axe-là. Ce serait quoi ? Eh bien, ce serait, je le dis puisqu'on l'a sous les yeux, si je veux la moyenne de mu u sur l'état plus z, bah, ça se lit là, hein, parce que l'état plus z, donc ça va être plus z mu u plus z, c'est-à-dire 1, 0, mu u, 1, 0, et donc, bah, c'est cette composante-là. Hein, on a mu u là, vous faites mu u fois 1, 0, ça va vous donner ça. Et maintenant, 1, 0 fois ça, ça va vous donner mu 0 cos θ. Et donc, on trouve pareil. Bien sûr, hein, qu'on prenne l'un sur l'autre ou l'autre sur l'un, c'est complètement symétrique. Enfin, vous voyez qu'on le retrouve. Donc, il y avait deux façons de le voir. On a vu les deux, très bien. Voilà, donc voilà. Alors, il y a une autre remarque d'ailleurs que je voulais faire il y a depuis longtemps. C'est que... Non, je ne vais pas la faire. Une autre fois. Ça va nous emmener trop loin. Je sens l'heure. J'ai l'épée de Damoclès de l'heure qui est en permanence au-dessus de ma tête, là, c'est terrible. C'est bon, vous avez des questions là-dessus ? Tout ça est assez naturel, en fait. Alors, le spin. Septièmement, huitièmement, septièmement, allez, spin and me. Huitièmement, ok. Et où le 7 ? Bon, bref. Ah oui, c'était l'orientation. Donc, spin and me. Alors, donc, les propriétés révélées par l'expérience de Stern-Gerlach sont donc liées au fait, enfin, sont liées à un moment magnétique qui possède des propriétés quantiques, comme on vient de le voir. Alors, ces propriétés sont observées aussi sur les électrons, bien que pas, enfin, avec l'appareil de Stern-Gerlach, c'est difficile, parce que l'électron étant chargé, il subit d'autres forces, pas uniquement des forces dues au champ inhomogène, au champ magnétique inhomogène. Mais de manière générale, ces propriétés de quantification du moment magnétique sont liées à des propriétés de quantification d'un moment cinétique. Donc je vous rappelle qu'on avait fait le lien entre le moment magnétique et un moment angulaire orbital moment cinétique, moment angulaire, enfin en français on dit moment cinétique, mais pour une fois le terme anglo-saxon est mieux, donc c'est moment angulaire. Et dans le cadre, enfin dans notre toute première étude, on avait fait le lien avec un moment angulaire orbital. On avait calculé le moment magnétique associé à
au courant d'un électron sur une orbite circulaire, hein, et on avait vu qu'on pouvait écrire mu comme étant gamma fois L. Moment magnétique est un certain facteur fois le moment orbital, et là, ça c'est ce qu'on avait appelé le facteur gyromagnétique. Et on avait trouvé que c'était égal à Q sur 2m, hein, dans le cas de l'électron pour le moment orbital. Alors, pour un électron qui a un spin, pardon, je ne veux pas encore prononcer le mot de spin, qui a un moment magnétique qui vérifie exactement ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire c'est un moment magnétique qui est quantique, c'est-à-dire qui vérifie le comportement qu'on vient de voir, qui a un espace des états de dimension 2, donc c'est un qubit, exactement comme ce qu'on vient de voir. Néanmoins, on ne peut pas associer ce moment magnétique à un moment orbital. Pour un électron, il existe un moment magnétique quantique de dimension 2, enfin c'est pas le moment magnétique qui est de dimension 2, mais vous voyez ce que je veux dire, donc associé à un espace des états exactement comme ça, enfin, ça c'est l'espace des états bien sûr, qui est de dimension 2, donc c'est un qubit, hein. En tout cas c'est un qubit du point de vue du moment magnétique, il peut avoir d'autres états, il peut être ici ou là, aller vite ou pas vite, enfin, mais du point de vue du moment magnétique c'est un parfait qubit. Mais on ne peut pas lui associer un moment cinétique orbital, pas de moment angulaire propre, puisqu'il est ponctuel. Ce qu'on avait vu ici, c'était, vous vous rappelez, on avait un modèle d'un électron qui décrivait une spire de courant, enfin qui décrivait un cercle, et donc on avait un moment magnétique mu associé, et un moment orbital L qui était simplement M R vectoriel V. D'accord. Hein, où R et V sont la position et la vitesse de l'électron. Mais indépendamment d'un mouvement de l'électron qui crée un courant, et donc un moment magnétique, l'électron, par lui-même, au repos quelque part, si vous voulez, a un moment magnétique associé. Et donc, on pourrait être tenté de l'associer à une rotation de l'électron sur lui-même, sauf que l'électron, il est ponctuel, il n'a pas d'extension, donc il ne peut pas tourner sur lui-même. Un point ne peut pas tourner dans l'espace, d'accord ? Donc, c'est une propriété, le fait que l'électron possède un moment angulaire, bien qu'il soit ponctuel, révèle une propriété qui n'a aucun équivalent classique. Hein. Pas d'équivalent classique. Donc c'est purement quantique, c'est une propriété qu'on n'aurait jamais pu anticiper en fait si on ne l'avait pas constaté expérimentalement. Il n'y a pas d'équivalent classique. Ce n'est pas lié à une rotation de l'électron sur lui-même, parce que ça n'a pas le moindre sens. Néanmoins, tout se passe comme ça. Néanmoins, donc il y a un moment angulaire, et tout se passe, et à ce moment angulaire est associé un moment cinétique. Oui. Pourquoi ça n'a pas de sens complètement que Bah, comment vous pouvez définir qu'un point tourne sur lui-même en fait? Ah ben non. L'idée c'est qu'il est ponctuel. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ponctuel. Dans la théorie physique actuelle, l'électron est ponctuel, il n'y a pas d'extension. S'il y en avait une, ça poserait des tas de problèmes aussi. Donc c'est aussi un problème de définir une particule comme un point, c'est sûr que ça génère des problèmes, mais on n'a pas encore trouvé de moyen de faire autrement, et dans toutes les théories actuelles, enfin sauf bon, il y a des gens qui essayent de dépasser ça, mais on n'a pas réussi à le faire de façon cohérente encore. Donc voilà, c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Effectivement, même si on zoome beaucoup, c'est un point, donc il n'y a pas de... Donc néanmoins, il existe un moment... Enfin, on peut le relier à un moment angulaire au sens de la théorie générale des moments angulaires en physique quantique qu'on fera plus tard.
Et donc, c'est ce qu'on appelle un moment cinétique ou moment angulaire intrinsèque. Donc, il existe un moment cinétique. Je mets entre parenthèses angulaire parce que c'est lié à des rotations dans l'espace, mais ce n'est pas l'objet qui tourne. En fait, c'est lié à la façon dont l'objet se transforme lorsqu'on effectue des rotations dans l'espace. Donc ça, c'est toute la théorie du moment cinétique sur laquelle on reviendra plus tard. Mais donc, il existe un moment cinétique intrinsèque appelé spin. Alors, appelé spin en anglais, to spin, ça veut dire tourner. Donc, on voit bien que c'est lié à des rotations, mais ne pensez pas que c'est l'électron qui tourne sur lui-même. Il y a un moment angulaire qui est donc lié aux propriétés de l'objet lorsqu'on fait des rotations. Par exemple, lorsqu'on décrit le système dans un référentiel qui tourne, par exemple, où on fait une rotation et ça change l'état global de la description ça change les coordonnées, si vous voulez, par exemple, des différents systèmes. Il y a un effet des rotations sur ces propriétés intrinsèques de la particule, donc c'est lié à des rotations, mais ce n'est pas une rotation de l'objet sur lui-même. C'est pour ça qu'on parle de moment cinétique intrinsèque, donc appelé spin. Et le moment magnétique, oui, le moment magnétique est lié à ce spin. Alors de la façon suivante. Alors il est appelé spin. C'est un vecteur S auquel on peut associer donc une direction dans l'espace, exactement au sens de la sphère de Bloch. Et le point clé, c'est que le moment magnétique associé est lié à ce spin de la façon suivante. G gamma S. Alors, je vais préciser les termes. Alors ça, c'est le facteur gyromagnétique. Et donc, c'est toujours pareil, hein, c'est Q sur 2M. Pour l'électron, c'est donc moins E sur 2M. Et G, ça s'appelle le facteur de Landé. Ça s'appelle le facteur de Landé. Et pour l'électron, en gros, ça vaut 2. G de l'électron. Alors, la théorie de Dirac des particules de spin and demi prédit la valeur 2 des corrections quantiques d'ordre supérieur qu'on sait parfaitement calculer montrent qu'il y a un petit écart à la valeur 2. En fait, ça fait 2,02, plein de chiffres ici, jusqu'à 10-12. Là. Et on sait prédire, on sait calculer la valeur que doit avoir ce nombre-là. Et on peut le vérifier, on peut faire des expériences qui mesurent ce facteur-là jusqu'à la 12e décimale, et on tombe pile sur ce que prédit le calcul. Donc c'est assez remarquable. Allez-y. Là, quand on parle de spin, il n'y a pas que l'électron qui a un spin. Non. Mais toutes les particules qui ont un spin, en théorie, on dit qu'elles sont, enfin, qu'on les représente par un point de masse. Non, pas nécessairement. Non. Une particule, par exemple un atome, qui n'est pas un point qui est étendu dans l'espace, peut avoir un moment magnétique orbital lié vraiment à sa rotation sur lui-même, et en plus, un moment, j'ai dit magnétique, je veux dire, il peut avoir un moment cinétique orbital lié à sa rotation, et en plus un moment cinétique intrinsèque lié à la présence, lié à ce spin, lié en fait au spin des particules élémentaires qu'il compose, et à la manière dont elles se combinent dans le corps macroscopique, enfin, ou l'atome. Il y a eu une autre main levée, non? Non? Ok. Ok, donc ça s'écrit comme ceci. Je ne vais pas en dire tellement plus. Si ce n'est que ce spin, il a donc, c'est un moment cinétique, un moment angulaire,
d'accord? Il est intrinsèque, mais il a les dimensions du moment cinétique. C'est quoi les dimensions du moment cinétique? Ben, vous les avez là. M, R, V. Donc ça pour dimension, c'est des kilogrammes mètres carrés par seconde. Hein? M, L2, T-1, si vous voulez. Et ça, c'est exactement les dimensions de H bar. D'accord? Alors, jusqu'à présent, j'ai parlé de mu0, j'ai pas dit ce que valait mu0 en fait. C'était le moment, la norme du moment magnétique de l'atome d'argent dans l'expérience de Stern-Gerlach, ou bien de l'électron si on a affaire à un électron. Mais l'expérience de Stern-Gerlach permet de mesurer ce moment magnétique, hein, par l'amplitude de la. Enfin, plus on est dévié, plus le moment magnétique est grand. Donc, c'est une mesure quantitative du moment magnétique. Oui. Alors, le vecteur S, en fait, est défini comme ceci. À ce stade, c'est défini comme ceci, c'est-à-dire que on a un moment magnétique. À chaque fois qu'on a un moment, si on a une particule chargée et qu'on a un moment cinétique orbital, on a un moment magnétique associé. Là, on constate qu'on a un moment magnétique, mais il n'y a pas de moment cinétique orbital. Mais en fait, tout se passe comme s'il y en avait un. En fait, il y en a un, mais qui n'est pas, enfin non, justement, qui n'est pas orbital, qui est intrinsèque. C'est pas un moment cinétique lié à une rotation physique, mais il y a une relation entre le moment magnétique de l'objet, ce qui est quelque chose d'objectif. Enfin, c'est un moment magnétique qui réagit à un champ magnétique, etc. Ce moment magnétique est relié donc à un moment cinétique qui n'est pas orbital, mais qui est intrinsèque, et c'est comme ça qu'on définit le spin en question. Ce S-là, c'est le vecteur spin. C'est le vecteur spin, alors, associé à... En fait, il y a un opérateur... Plus exactement, le spin... alors, on va dire un spin 1,5 en l'occurrence, c'est un opérateur vectoriel S comme ceci, d'accord, qui a... alors, dans le cas de l'électron, dans le cas d'un spin 1,5, on a un espace vectoriel. Donc cet opérateur agit dans un espace vectoriel de dimension 2. Et chacune de ces composantes sur n'importe quel axe qu'on peut choisir, ces composantes suivant, allez, on va dire UX, UY, UZ, mais quand je dis UX, UY, UZ, je prends un trièdre dans n'importe quelle direction. Hein. Donc, sont les matrices, donc les matrices S scalaire UX, S scalaire UY et S scalaire UZ. Évidemment, la composante suivant une autre direction petit u, ce sera S scalaire U, d'accord? Il n'y a pas de direction privilégiée. Et ces matrices-là, si on les représente dans la base des vecteurs propres dans la direction Z, eh bien, ce sont les matrices de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Mais ça, c'est en vertu de l'étude qu'on vient de faire. Donc, dont les composantes sont les matrices qui ont les valeurs propres. Alors, plus h bar sur 2 et moins h bar sur 2.
C'est pour ça qu'on dit que c'est un spin 1,5, c'est à cause du 1,5 ici. Et donc, on a S indice X, donc c'est S scalaire UX. Ça, en fait, c'est donc H bar sur 2 sigma 1, S, Y, donc dans la base, si on choisit Z, hein, d'accord, SY, ça va être H bar sur 2 sigma 2 et SZ, c'est H bar sur 2 sigma 3. Oui? Comment vous l'introduisez à H-bar? Alors, bonne question. L'instrument de Stern-Gerla mesure mu0, d'accord? Donc, Stern-Gerla permet de mesurer mu0 et on obtient, je l'avais noté ça, voilà. Alors la valeur numérique qu'on obtient, déjà enfin, à l'époque de Stern-Gerla, quand on fait la mesure, on obtient quelque chose qui est de l'ordre de 10-23. Donc c'est des joules par Tesla, le moment magnétique. Et ça, et si on compare à ce qu'on appelle le magnéton de bord, donc par définition, mu B, c'est E sur 2ME H bar. Donc ça, c'est la charge de l'électron, ça c'est la masse, enfin, moins la charge de l'électron, ça c'est la masse de l'électron. Eh bien, si vous faites ce calcul-là, donc vous voyez ça, c'est exactement, c'est le facteur gyromagnétique fois le moment fois le moment angulaire. Quand on fait ce calcul, on obtient 9.3 10-24 joules par Tesla. Donc on constate, enfin là c'est à peu près, donc quand on fait la mesure, c'est-à-dire on peut mesurer le moment cinétique, simplement en regardant comment il réagit à un champ magnétique inhomogène. Quand on le mesure, on constate que ça correspond, le moment magnétique de l'électron, si vous voulez, ou de l'atome d'argent dans l'expérience de Stern-Gerla, correspond à un moment cinétique intrinsèque qui vaut H bar sur 2, sachant que, vous voyez, là vous avez exactement, vu que lui c'est 2, ça vous montre que mu c'est H bar sur 2. Donc juste, enfin voilà, c'est... Par ailleurs, la théorie nous dit ça, et on le mesure, et on trouve ça. Enfin, tout va bien, quoi. Oui? Là, vous avez construit un vecteur S qui a assez valeurs pour faire ces vecteurs proches pour que ça colle à la physique. Pour? Oui, absolument. Alors, pourquoi l'électron a un spin 1,5? En fait, comme je vous dis, il n'y a pas d'équivalent classique au spin. Donc, avant de faire de la physique quantique, on n'avait pas idée de ce genre de choses. Simplement, il a effectivement fallu faire une théorie qui rende compte des propriétés de spin des particules. Et pour l'électron, en fait, on ne peut le faire qu'en faisant de la physique quantique relativiste. C'est pour ça que je ne vous le fais pas là, parce qu'il faut d'abord faire de la physique quantique classique, enfin non relativiste. Donc c'est une théorie plus élaborée, mais sachez juste qu'on retrouve ces propriétés-là, et comme je vous dis, la théorie quantique relativiste associée, qui s'appelle la théorie de Dirac, prédit précisément la valeur de 2, qui est quasiment ce qu'on observe,
Et la théorie quantique des champs permet de comprendre les corrections à la théorie de Dirac, et donc tout ça est parfaitement bien compris dans le cadre de la théorie physique, enfin de la théorie quantique actuelle. Simplement, oui, je ne peux pas tout de suite vous montrer pourquoi c'est comme ça, parce que c'est de la théorie quantique un peu plus élaborée que ce qu'on est en train de mettre en place, mais qui vous sera accessible rapidement. Oui ? Moi j'ai vraiment du mal avec la notion de moment cinétique intrinsèque alors qu'on a un point matériel. C'est pour ça qu'il ne faut pas se le représenter comme un truc qui tourne. Enfin, justement, c'est un truc qui ne bouge pas, mais alors, déjà, j'ai du mal avec déjà, le fait qu'il ne bouge pas et qu'il y a un moment cinétique. Ouais. Et en plus, avec le fait que ce soit intrinsèque alors que c'est un point matériel. Oui, alors donc, en fait, c'est que la notion de moment cinétique, elle est plus complexe que ce qu'on a vu jusqu'à présent, enfin que ce qu'on voit en physique classique. En physique classique, le moment cinétique est toujours un moment cinétique orbital, lié à un mouvement de rotation, comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est la définition du moment cinétique en physique classique. Donc, c'est lié à une particule qui a une position et une vitesse. Et c'est un moment cinétique, toujours, qui dépend d'ailleurs, hein, ça c'est le moment cinétique calculé au point O, si le point O est ici. Si vous calculez le moment cinétique en un autre point, c'est un autre... Bon. Donc c'est vraiment... Ça, c'est un truc qui existe. Mais... j'arrive... Ah, pardon. Comme ça Quand on fait l'étude... Donc, on peut faire une étude beaucoup plus générale du moment cinétique, comme... Peut-être vous savez déjà... Vous avez vu le théorème de Noether ? Vous savez que l'énergie est une grandeur c'est une grandeur conservée liée à l'invariance par translation dans le temps. Vous avez vu ça, probablement. Vous savez que la quantité de mouvement est une grandeur conservée liée à l'invariance par translation dans l'espace. De la même façon, le moment cinétique est une grandeur conservée liée à l'invariance par rotation dans l'espace, l'invariance par l'isotropie de l'espace. Bien. Donc, ce moment cinétique est une propriété générale liée à la manière dont les systèmes réagissent à des rotations. Eh bien, quand on fait une étude générale de la transformation des systèmes par des rotations, on s'aperçoit que donc, il faut introduire le groupe des rotations, c'est un petit peu abstrait. On s'aperçoit que il y a plusieurs façons de réagir aux rotations. Une, c'est comme les vecteurs dans l'espace, c'est-à-dire j'ai un vecteur qui pointe par là, puis si je fais une rotation comme ça, ben le vecteur il se retrouve à pointer par là. Donc c'est une certaine façon de réagir à des rotations. Mais il y a d'autres façons de réagir à des rotations qui restent cohérentes avec la combinaison des rotations entre elles, si vous voulez. Quand je dis une bonne façon de réagir à une rotation, c'est que si... Donc j'ai un vecteur qui pointe par là. Je fais une première rotation autour de cet axe-là de 30 degrés par là. Donc ce vecteur, il va faire ça. Puis après, je fais une rotation de 40 degrés par là. Alors le vecteur, il va faire, je sais pas, il va se retrouver là. Et puis ça, c'est pareil que si au départ, j'ai d'autres façons, je peux combiner des rotations et ça, à chaque fois, ça fait bouger le vecteur. Tout ça doit être cohérent, c'est-à-dire que si on prend un autre chemin pour arriver au même endroit, ça doit être la bonne composition des rotations. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Bien. Donc, il y a une bonne façon de réagir aux rotations de façon cohérente, par combinaison des rotations. C'est la façon dont font les vecteurs dans l'espace à 3D. Mais il y a d'autres façons, et toutes les façons possibles sont en fait tous les spins possibles. Donc, un spin and me, c'est une façon particulière de réagir à des rotations de façon cohérente. Et cette façon particulière, c'est celle qui est manifestée par la sphère de Bloch, c'est celle qui est manifestée par le moment cinétique, qui est ce que montre Stern-Heger là. Donc c'est une façon particulière, et donc c'est pour ça, c'est pas lié à un moment cinétique orbital. Le moment cinétique orbital, c'est un exemple particulier de façon de réagir à des rotations, et ça correspond à notre intuition, parce que classiquement, on n'a affaire qu'à ça. Mais quand on regarde les particules individuelles, on s'aperçoit qu'il y a d'autres propriétés, du coup, qui sont intrinsèques aux particules, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à une position dans l'espace ou à un mouvement dans l'espace, mais qui sont liées simplement à la réalité physique des objets vis-à-vis des rotations. Et ça s'appelle le spin.
Je ne peux pas vraiment en dire plus à ce stade. Oui. Quelle heure est-il? Ah ouais, bon, on va laisser tomber le... Ça vient de s'éteindre ou... Bon, ok. Merci. Bah, dommage, j'avais des piles de rechange, mais ça vaut pas le coup pour une minute. Je regarde juste si je peux finir quelque chose là avant qu'on se quitte. Oui, oui. Oui, c'est des joules par Tesla. Ouais. Oui, parce que c'est mu fois B qui fait une énergie, donc qui fait des joules, donc c'est des joules par Tesla. Enfin, ça, c'est l'unité du moment magnétique. Partez pas tout de suite, on va juste finir ça. J'en ai vraiment pour une minute. Parce qu'il faut qu'on finisse cette histoire de spin. Donc finalement, on peut écrire l'opérateur spin comme étant h bar sur 2 fois l'opérateur matrice de Dirac. Hein, d'accord, c'est exactement... d'accord, on a sigma x suivant x, sigma y suivant y, sigma z ou sigma 3 suivant 3. Voilà, donc c'est une façon de représenter les choses. Et alors... donc le 1,5 vient là. Ah là là, il y a tellement de choses à faire, c'est horrible. Ah non, mais c'est horrible, j'avais prévu de faire tellement plus. Mais tellement plus. Non, bah tant pis, je vais m'arrêter. Ouais, je vais m'arrêter. Ou alors on continue, mais j'en ai pour 5 minutes. C'est trop, hein. Non, allez, j'arrête. On continue vendredi.